situation. Mais je n'ai pas peur car j'ai la solution. Et puis mon problème n'est pas un problème pour Dieu. En quelques secondes, il peut tout changer. Donc apprêtez-vous à taper des mains, à pousser des cris de joie. Quand je vais passer, vous allez témoigner. Ceux qui m'ont connu même seront surpris de ce que je vais devenir. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien. Papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde... Bonne ambiance, nous sommes dans une bonne ambiance. Ah oui, nous sommes en direct, bel et bien sûr. Nous sommes dans une belle ambiance. Bonjour à tous et bienvenue sur CEF-TV, Source d'eau vive télévision. Alors aujourd'hui nous lançons notre émission au cœur de la famille. Au cœur de la famille, c'est une émission qui est consacrée à apporter des réponses à vos préoccupations sur le plan familial. Nous avons pour objectif de contribuer de manière efficace à faire rayonner votre famille, à contribuer au bien-être de votre famille et surtout à vous accompagner dans vos difficultés quotidiennes. Et ça se passe avec des experts qui sont très chaleureux. Bonsoir à chacun. Alors je commence par recevoir Maître Titi Nana. Bonsoir Maître Titi Nana. Bonsoir. Merci d'être là aujourd'hui. Je rappelle qu'on va aborder une question qui est très importante et très sensible. Très important. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque dans un couple, un des conjoints décide de ne plus avoir de rapport sexuel avec l'autre? Alors on va parler de cette question tout à l'heure avec Maître Titi. Merci encore d'être là. Merci Nelly. Alors Apôtre Lundu est avec nous. Merci Apôtre d'être là. On va parler des aspects bibliques de la question des rapports sexuels dans le couple. Merci encore d'être là. Bienvenue. Merci. Alors Yvette Angèle, tu es experte en relations des couples. Avec toi on va vraiment voir qu'est-ce qui peut se passer pour qu'on arrive à ce niveau. Et je rappelle que tu es auteur. Elle est auteure de ces bel ouvrage Innocence coupable, et d'ailleurs tu abordes les questions d'intimité sexuelle, tu abordes les questions d'infidélité, de l'amour et beaucoup de questions dont ne manquez pas de la voir. Innocence coupable, c'est un recueil de nouvelles qui traite et naturellement des questions sur la vie de couple. C'est très intéressant. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire une petite pause, n'est-ce pas? On va faire une petite pause et puis on va revenir pour commencer vivement dans notre sujet sur que faire lorsque dans le couple l'un des conjoints décide, quand on va décider, c'est vraiment que c'est volontaire, décide de ne pas avoir de rapport sexuel avec l'autre. Que faire? Dans quelques instants, nous en parlons. Alors de retour sur le plateau, au cœur de la famille, c'est sur CEF-TV, Source d'eau vive télévision. Alors, Angèle, c'est une question qui revient, la question des rapports sexuels dans le couple, et je voudrais savoir est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui peut expliquer que dans un couple, un des conjoints décide de ne plus avoir d'intimité sexuelle avec l'autre? Parce qu'on parle vraiment du fait que l'intimité sexuelle était normale, ça se faisait, et qu'à un moment, l'un des conjoints décide et dit vraiment je ne veux plus. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de rapport sexuel dans un couple? Évidemment, ce n'est pas normal. On ne peut pas dire que ce soit normal puisque nous savons très bien que ce qui nous différencie, la relation de couple de toutes les autres relations d'amitié et même d'amour, c'est justement l'intimité sexuelle dans le couple. Donc, une fois que cet élément qui est déterminant dans l'épanouissement du couple, qui est déterminant pour l'intimité du couple, une fois que cet élément est mis en mal, il faut bien s'arrêter et se poser les bonnes questions. Donc, lorsque l'un des partenaires décide comme ça, du jour au lendemain, de but en blanc, informe l'autre que chérie, à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus d'intimité sexuelle avec toi.
je pense que nous sommes d'avis qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc, ce qui est important à ce moment, c'est d'investiguer. Il faut investiguer et rechercher les causes profondes, ce qui peut vraiment être à l'origine d'une telle décision. Bon, maintenant, parmi les causes, on peut en rencontrer forcément plusieurs. On va revenir sur les causes, Angèle. Oui. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que le fait qu'un couple arrive à ne plus avoir de rapports sexuels, c'est une évidence qu'il y a un fond qui ne va pas? Est-ce qu'un mari ou est-ce qu'une femme peut se lever un matin et dire je ne veux plus? Est-ce que ce n'est pas un signe que la relation a des problèmes? C'est un signe qu'il y a une crise profonde quelque part qui n'est pas résolue. On n'a pas été peut-être attentif à quelque chose ou bien une chose nous a échappé. Même si on est attentif forcément, une chose peut nous échapper. C'est signe que quelque chose ne va pas et il faut toucher du doigt cette chose qui ne va pas. Parce que ce qui est normal pour un couple, c'est d'avoir des relations sexuelles. Lorsque ça s'arrête, c'est ça la norme. Lorsque les relations sexuelles s'arrêtent comme ça du jour au lendemain, il y a forcément un problème et il faut toucher du doigt le problème. Alors, s'il y a un problème, il faut toucher du doigt pour un pastel. Alors, sur le plan biblique, est-ce qu'un mari a le droit de dire, ou bien alors une épouse, parce que ça parfois c'est des épouses, est-ce que l'un mari ou une femme peut décider comme ça, se lever un matin et dire c'est bon, j'arrête les rapports sexuels? C'est vrai que même si c'est dans tous les compartiments, parce qu'il y a, pour moi il y a les mariages des païens, il y a les mariages des chrétiens, bon, même si c'était dans les deux sens, ce n'est pas normal puisque les deux sont enflammés dès le départ pour ça. Il y a un point qui est créé sur ce que quand tu t'approches d'une femme, c'est parce que tu la veux, c'est parce que tu la désires. Et la Bible déclare que les désirs de la femme seront attachés à l'homme. Donc, ce n'est pas vraiment normal. J'ai envie avant de continuer, il y a un point qu'elle a souligné qui m'a beaucoup béni, c'est le mot crise. Quand on parle un peu du thème, la crise, c'est le mot profond qu'il faut ressortir, qui révèle la cause de ce genre de situation. Mais pour moi, je pourrais dire que bibliquement, ce n'est pas vraiment normal, ça n'a jamais été prévu comme ça dès le départ. Mais qu'est-ce qui a été prévu bibliquement parlant? Ça a été prévu que vous puissiez vraiment vivre à fond vos relations. C'est ce que ça a été prévu. Ça a été prévu jusqu'à Dieu a même créé un jardin d'Éden pour que vous soyez à l'aise là-bas, pour que vous profitez un peu, vous profitez vraiment de ce que chacun peut apporter à l'autre. Cette intimité. Très bien. Maître Titi, est-ce que les rapports sexuels c'est obligé dans un couple? Et sur le plan légal, est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligé de se donner à son mari? Est-ce que c'est obligé de se donner à sa femme? Parce qu'en général, s'il te plaît, quand on va de façon à la mairie là, n'est-ce pas, on lit les articles, le mari, le chef de famille, est-ce qu'on ne lit pas souvent cet article ou bien d'une certaine manière ça ressort? D'une certaine manière, ça ressort. Tout à fait, ça ressort parce que lorsqu'on dit que les époux ont l'obligation mutuelle de fidélité, la fidélité suppose que les époux doivent cohabiter. Il y a le devoir de cohabitation. Et le devoir de cohabitation sous-entend que les époux doivent habiter sous le même toit, être dans la même chambre et sur le même lit. Et on va forcément dire que les rapports sexuels, on ne va pas dire à deux personnes qui sont légalement mariées de rester dans une chambre et sur un lit sans effectuer des rapports sexuels. Encore que les rapports sexuels sont même le signe de la vitalité d'un couple. C'est le signe de la vitalité d'un couple. Ça veut dire que si un couple n'a pas d'intimité sexuelle, on ne peut pas vraiment les considérer comme un couple. On pourrait le dire. C'est un élément important qui démontre effectivement la nature de la relation intime. Et que le mariage est consommé. Et que le mariage est en train d'être consommé véritablement. Comme pour dire que s'il n'y a pas de rapport sexuel, le mariage n'est pas en train d'être consommé et donc il y a un problème. Lorsqu'on arrive à ne plus consommer le mariage, forcément il y a un problème. Forcément il y a un problème. Il y a un problème. Alors Angèle, tu parlais des causes. Oui. Que si on arrive à ce niveau, c'est qu'il y a des causes. Parce que
tout à l'heure, tu disais, un mari peut se dire chérie, mais si même si qu'un mari, quand il arrête, t'appelle plus chérie. Seulement, parce que si tu es la femme et que tu te refuses à lui, il va plus t'appeler chérie. Tu vois, même si un mari veut dire à son époux, je ne veux plus, il va pas te dire chérie, parce qu'en fait, comme tu disais tantôt, c'est la démonstration du fait qu'il y a déjà des problèmes, et en général, quand il y a des problèmes dans les couples, parfois, la distance a commencé à... Oui, l'art de la guerre a évolué. Aujourd'hui, les gens se poignardent en se souriant. Oui, ça aussi, donc, il faut vraiment te dire chérie. Et puis, il y a des expériences comme ça où nous entrons dans les causes, c'est-à-dire un mari a ras-le-bol des fréquentes indispositions de son épouse, et il sait très bien que ce ne sont pas des excuses, ce sont des faux fuyants, en fait. Un mari en aura le bol du chantage sexuel. Il y a des expériences comme ça où quelqu'un dit vraiment, bon, j'en ai marre du chantage, j'en ai marre de tes fréquentes indispositions, et laissons tomber. Et on reste comme ça. Donc la dame croit que il va pas tenir, et elle se retrouve en train de tirer sur 1 an, sur des mois, sur 1 an, sur 5 ans. Sur 5 ans sans rapport sexuel, et quand elle essaye de revenir, le monsieur est carrément braqué, il n'en veut plus. Il a dit, tu as fait du chantage, on en reste là. Apparemment, ça ne t'intéresse pas beaucoup. Donc, il peut avoir cet aspect-là, ça entre pour moi dans la rubrique des problèmes irrésolus. Quand il y a un problème, je pense qu'il faut vraiment parler du problème. Donc, s'il y a quelque chose qui a déplu au point de vous braquer sexuellement, de ne plus vouloir vous donner, parce que les femmes sont très émotives, là je parle des femmes, il vaut mieux parler du problème que de faire du sexe un moyen pour résoudre le problème, un moyen de pression. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect de l'aspect sanitaire. Quelqu'un peut vraiment avoir un problème de santé dont il a honte. Il ne veut pas en parler à son épouse. Il veut gérer ça seul jusqu'à ce qu'il guérisse, et puis il revient tranquillement comme si de rien ne s'était passé. On connaît des cas comme cela. Il a fallu qu'il tombe sur des médecins sérieux. Il y a des maris qui tombent sur des médecins sérieux qui disent, je ne soigne pas sans l'épouse, il faut que l'épouse vienne. Et c'est là qu'on se rend compte que l'indisponibilité du monsieur était due au fait qu'il avait peur de contaminer son épouse. Et maintenant, quand on les traite, la relation sexuelle recommence. En fait, il a peur parce que il a dû avoir une infection. Oui, il a eu une infection. Il est malade, il le sait. Il le sait, il ne veut pas informer son épouse. Oui. Voilà. Bon, il y a aussi d'autres causes du genre les problèmes érectiles chez les hommes, par exemple. Ça aussi. Oui. Les hommes ont beaucoup de difficultés à parler de ça clairement. Lorsqu'un homme se sent diminué sur ce plan-là, il a vraiment beaucoup de difficultés à s'ouvrir à son épouse, et généralement ce qu'ils font, c'est qu'ils se braquent, ils se ferment, et vous constatez du jour au lendemain que votre mari n'est plus très disponible, et jusqu'à ce qu'il se débrouille à trouver une solution qui ne vient pas, et on se retrouve à tirer comme ça en longueur sur le temps, des mois, et ça peut vraiment durer. Et puis je pense que ce qui est difficile dans ce cas, pour la femme, c'est qu'elle ne soit pas informée. C'est-à-dire qu'une femme, quand le mari a des problèmes d'érection, par exemple, si une femme sait que le mari a des problèmes, je pense qu'elle va supporter facilement, elle va l'accompagner, ils vont trouver des solutions ensemble. Donc, c'est souvent plus difficile quand le mari ne dit pas, souvent par honte, parce que problèmes de communication, parce qu'on sait bien que pour un homme, ça fait partie de sa virilité, et quand il n'arrive pas à assumer ça, il a l'impression d'être tout petit, il ne veut pas que sa femme le regarde comme ça, il préfère se fermer, mais il croit trouver la solution, avoir une solution, mais c'est vraiment pas la solution de se fermer. On confie des choses aussi délicates à une personne à qui on a confiance, à une personne avec qui on se sent en sécurité. Parce que dévoiler une telle faiblesse, c'est vous mettre un peu en insécurité. Alors, pour un homme qui sait que lorsqu'il y a problème, ça va se retrouver sur les toits, pour lui, il pense qu'il vaut mieux fermer les portes jusqu'à ce que le problème soit résolu, et puis on recommence. Donc, il y a un ensemble de causes comme ça. Il peut y avoir des problèmes d'hygiène. C'est-à-dire que vous faites en sorte qu'un problème d'hygiène fait que votre partenaire se déconnecte carrément de vous, et puis n'éprouve plus de désir sexuel en ce qui vous concerne. Oui, et la relation sexuelle s'arrête. Donc, pour moi, je pense que le défi est de toucher du doigt le vrai problème, d'investiguer la vraie cause. La vraie cause. C'est vraiment important. Apôtre Lundu, alors, la Bible dit que le mari est le chef de famille. Et Maître Titi vient de dire tantôt que les rapports sexuels
démontre de la consommation du mariage. Alors, un chef de famille ne peut-il pas, du haut de sa chefferie, dire à sa femme, je ne veux plus de rapport sexuel parce que comme punition? Parce qu'il y a des maris qui font ça. Ils font un peu comme s'il veut punir sa femme et dit par punition, à cause de ce que je suis vraiment, toi et moi, on prend d'abord un temps. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est normal? Il y a un monsieur, lorsque j'ai arrivé, j'ai essayé un peu de lui parler un peu de notre thème là, que nous sommes en train d'aborder là maintenant. Et j'ai demandé son point de vue. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'il n'a pas cherché il n'a pas cherché très loin. Tout ce qu'il a dit, c'est que je me sépare d'elle. C'était trop simple, trop facile. Bon, je sentais un peu de méchanceté parce que je comprends qu'il n'a pas compris le but du mariage. La Bible dit que portez-vous les fardeaux les uns les autres. Portez-vous les fardeaux les uns les autres. Donc, moi, je pense que c'est en tant que... Je vais prendre mon cas en tant que chef de famille. Si je suis peut-être le chef de famille, bien, en tout cas, je le suis. En tant que chef de famille. Oui, si j'ai cette situation, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est mon épouse qui a un problème, bien, elle m'a présenté son problème, je vais essayer de comprendre la source comme madame Yvette a dit, et chercher à l'accompagner, l'aider à gérer ça. Mais si c'est moi qui ai le problème, je vais chercher à partager ça à mon épouse pour qu'elle m'aide, puisque je suis convaincu que si elle est mon épouse, elle est là pour m'aider, elle est mon aide, elle est là pour m'accompagner, elle est là pour me soutenir dans les bons et les mauvais moments. Donc je pense que tout dépend de l'état de cœur, de la moralité du couple. Maintenant, je reprécise ma question. Est-ce qu'un mari, en tant que chef de famille, a le droit d'utiliser cette position pour dire à sa femme, je ne te touche pas pendant 3 mois parce que tu m'as énervé? Est-ce qu'il a le droit d'utiliser cette position-là, lui, pour punir, entre guillemets, je parle de punir, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de maris qui pensent qu'on doit punir sa femme comme si elle était un enfant. Maintenant, est-ce qu'il peut utiliser cet argument de chef de famille pour dire je vais te punir et je ne te touche pas pendant 2 mois jusqu'à ce que tu deviennes... J'ai bien dit ça dans mon propos, que ça dépend de l'état de la mentalité de la personne. Du mari. Et j'ai pris mon exemple avec moi en disant que si c'est moi, je vais essayer d'en parler avec mon épouse pour qu'elle m'aide dans cette situation, ce que j'ai répondu. Et en plus encore, je pense que il n'y a pas une situation qu'on ne peut pas gérer. On peut gérer toutes les situations, mais ça me fait mal parce que avant qu'on entre dans le studio, il y a une personne qui a évoqué ce point-là, qu'il y a des hommes qui punissent leurs femmes, ils font même 5 ans, 1 an. Pour moi, c'est être méchant. C'est vraiment être méchant parce que on peut résoudre tous les problèmes. La Bible dit quand même que même si c'est même la femme qui a totalement tort, elle a fait ce qui était trop mauvais, il peut pardonner sa femme et recommencer à zéro. Il peut pardonner sa femme et recommencer à zéro. Mais si un mari fait ça en tant que pasteur, si vous avez un fidèle, une femme vient, dit, pasteur, c'est chaud, depuis 3 mois, mon corps brûle, mon mari refuse. On fait ça comment en tant que pasteur? J'ai vécu une situation comme ça où un de mes fidèles devait aller avec son foyer, son mari était en train de se braquer et il voulait partir parce qu'il soupçonnait son épouse d'être avec quelqu'un dehors et sa femme le soupçonnait aussi et ça a créé un clash dans le foyer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon épouse, on est parti rencontrer le monsieur et on a essayé un peu de remonter ce temps parce qu'il ne savait pas que nous on suivait sa femme depuis plusieurs mois. Sa femme avait peur de lui dire ça et maintenant quand on a essayé d'arranger le problème de monsieur a pris confiance et il est revenu avec son épouse et tout va bien maintenant. Alors, Angèle, si un mari n'est pas ouvert, parce que même Maître Titi parlait tout à l'heure de l'importance de la communication, si un mari, ou bien si l'un des conjoints, alors j'insiste sur le mari parce que le mari a d'abord cette position de chef de famille, telle que, en général, quand il veut parler à sa femme, il s'attend à ce qu'elle soit disponible. Mais lui, si sa femme veut parler, il peut dire, vraiment, je ne suis pas disponible, parce qu'en tant que chef, on va pas bousculer un chef. Maintenant, si un mari n'est pas ouvert à la conversation, on se comprend. Moi, j'ai plutôt une question. Pourquoi vous ne mettez pas ça plutôt du côté de la femme? Parce que c'est l'homme qui est plus attiré. Même les hommes sont parfois que même s'il a les problèmes avec son épouse, à cause de la libido et tout ça, le désir sexuel parfois. Non, mais il y a des femmes beaucoup de femmes ne sont pas souvent très ouvertes, même souvent parfois aussi, même naturellement, parce que les femmes, il faut beaucoup prendre du temps et tout parfois. Il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes même qui sont beaucoup demandeuses dans le couple. Mais qui ont honte. Parce que le mari va dire mais n'exagère pas. Elle a honte et elle gère ses pulsions comme ça. Donc si disons alors si l'un des conjoints n'est pas
ouverts à la communication. Parce que comme on a dit tantôt, ça, c'est la démonstration du fait que le foyer est vraiment en ébullition. Oui. Et ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas le temps de vraiment parler de ce problème. Ils ont besoin souvent d'être accompagnés, d'être aidés. Maintenant, si un des conjoints est disposé pour cet accompagnement et que l'autre n'est pas disposé pour l'accompagnement, comment on gère? Comment le conjoint qui est disposé gère? Parce qu'à ce moment, tu veux vraiment aller en profondeur dans les problèmes de couple, parce que tu te dis, en allant en profondeur, on va réussir à gérer le problème et ça va avoir une influence positive sur notre problème sexuel. Maintenant, si un des conjoints n'est pas disposé à s'ouvrir, comment gérer? L'une des solutions, c'est de chercher à trouver autour de la personne une personne que la personne respecte. Une personne mature, qui respecte et qui peut facilement se confier pour l'aborder et lui partager la situation pour que la personne, par son influence, parle à cet homme ou à cette femme pour qu'elle revienne à ses bons sentiments, parce que c'est vraiment primordial. On ne peut pas rester 1 an ou 5 ans comme ça sans avoir de la conversation. Moi, je ne me vois pas en train de faire des mois. Il y a des gens dont la colère ou bien la rancune est vraiment tenace. C'est-à-dire que tout dépend du degré de traumatisme ou de colère d'une personne. C'est-à-dire comment vous l'avez touché, comment vous l'avez froissé. C'est-à-dire il y a des personnes que vous froissez et elles se disent, au lieu d'être dans les hauts et les bas émotionnels, parce que lorsque vous donnez la liberté de désirer votre conjoint, en fait vous vous exposez, c'est-à-dire vous vous exposez à un refus, un rejet. Donc c'est une marque même de confiance, de faire comprendre à l'autre le désir qu'on a de lui ou d'elle. C'est-à-dire, quand vous vous taisez, personne ne devine vos émotions, personne ne sait ce dont vous avez besoin, vous vous sentez plus ou moins en sécurité. Mais une fois que l'autre sait que vous êtes demandé, vous en avez besoin, ça vous expose. Donc, lorsque vous vous exposez et que maintenant vous butez à quelqu'un qui ne considère pas votre demande, c'est une chose qui peut provoquer une réaction vraiment compliquée après, difficile à désamorcer. C'est-à-dire, quelle que soit la personne que vous irez chercher, elle peut écouter. Moi, je le dis par expérience, il y a des personnes, je connais un couple comme ça, le monsieur s'est fermé, ça veut dire qu'il n'y avait rien à faire. On est allé chercher les pasteurs, les amis intimes, c'est que il vous reçoit très bien. Dès que vous abordez, il dit, si c'est le sujet là, c'est le moment de partir. C'est-à-dire, si vous êtes venu parler d'autre chose, on peut parler jusqu'à demain. Mais si c'est le sujet là, je pense il est le temps de se séparer. Il s'est fermé complètement au débat. Donc, je reviens encore sur le fait qu'il est primordial de s'arrêter sur les causes. Il est primordial de s'arrêter sur les causes. Si vous savez, si la dame sait que elle a froissé son mari quelque part, parce que l'une des causes aussi qu'on n'a pas évoquées tout à l'heure, c'est les causes spirituelles, c'est-à-dire les pratiques de sorcellerie. Il y a encore par expérience, parce que nous sommes dans le domaine d'encadrement des couples, il y a des hommes, généralement des hommes, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est eux les chefs de famille, qui entrent dans des sectes, dans des cercles occultes, et on leur donne des conditions, et puis ça s'arrête. Il ne vous dira jamais ce qui s'est passé. Mais on va vous inonder de cadeaux, les belles voitures, les bijoux, les chaussures et autres, la maison, la chambre, les voyages. Mais sur ce plan-là, c'est terminé. Et ça peut même ne pas se terminer simplement avec vous, mais c'est-à-dire qu'il va carrément, il vit carrément, il devient autre chose. C'est-à-dire désormais, il va avec les hommes, mais vous avez votre mari à la maison. Donc, la question des causes est vraiment importante. On gère facilement une question d'humeur, c'est-à-dire une fâcherie, la dame boude parce qu'il y a un problème irrésolu. Mais les autres causes qui sont plus complexes, du genre quelqu'un a vraiment été froissé et il s'est braqué, ou bien ces causes dont citait les pratiques occultes et autres, je pense qu'il y a une autre façon de les gérer. Bon, Maître Titi, nous sommes dans une question de droit humain aussi, parce que il y a cette question de la liberté de disposer de son corps. Est-ce qu'une personne peut utiliser cet argument-là? Est-ce qu'une femme, par exemple, peut dire j'ai le droit de disposer de mon corps comme je veux, donc vraiment aujourd'hui là, je ne veux pas, et jusqu'à dans un mois, je ne veux pas? Est-ce qu'une personne peut utiliser ce genre d'argument-là contre son conjoint dans le mariage? Je vais dire non, parce que la liberté individuelle s'arrête où la liberté du couple commence. Si
les deux conjoints ont donné leur consentement libre depuis la célébration du mariage, ça veut dire que ils ont accepté de se donner l'un à l'autre. Et en se donnant l'un à l'autre, c'est sans condition. Je donne mon consentement au mariage, alors je donne mon consentement à me donner à l'autre parce que nous formons déjà un couple. Parce que quand on dit mariage, c'est l'union. Et l'union veut dire la réunion de deux personnes. Voilà. Et là, vous n'agissez plus seulement pour vous, mais vous agissez pour le bien du couple et par ricochet pour votre bien également. Il y a un élément important que j'ai noté dans tes propos. Tu as parlé du consentement. C'est-à-dire que quand deux personnes décident de se marier, ça veut dire qu'elles ont consenti à vivre ensemble. Elles ont donc aussi consenti à avoir des rapports sexuels. À l'instant où vous pensez mariage, vous vous disposez aussi à vous donner à votre conjoint. Donc vous ne pouvez pas refuser. Alors qu'est-ce qu'on peut penser dans des humeurs? Là nous parlons des femmes. Parce que là on parle de se donner volontairement, c'est ce qui est prévu. Et c'est même un commandement aussi ici dans Corinthiens. On va revenir maintenant. Dans Corinthiens 7, verset 4, la Bible déclare que la femme n'a pas autorité sur son corps, sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement aussi, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Ne vous privez point. Si ce n'est d'un commun accord. Là, on voit bien que un des conjoints ne peut pas volontairement ou unilatéralement n'a même pas le droit. Décider, n'a pas le droit. Il a dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et il deviendra une seule chair. Donc, il y a vraiment l'idée d'être à deux. Et là, alors, je reviens. Alors, on est vraiment dans le cas de la volonté. Alors maintenant, les humeurs des femmes, je commence à mettre ici. Est-ce qu'une femme a le droit? Parce que ça, c'est le problème des femmes. Toujours, je suis fatiguée. Toujours, il m'a énervé. Toujours, il m'a pas ramené ce que je voulais. Est-ce qu'une femme a le droit d'utiliser ses humeurs? Parce qu'elles sont beaucoup émotionnelles, émotives. Est-ce qu'une femme a le droit d'utiliser ses humeurs pour dire à son mari, vraiment, je veux pas? Et dormir avec le pantalon dit. Oui, mais parce qu'en général, quand une femme est fâchée, le mari connaît ça souvent comme parfois il ne sait même pas qu'il a énervé la femme, mais il se rend compte qu'il est énervé la nuit. Parce que l'habit de tenir laquelle elle dort souvent, l'habit a changé. C'est la tenue. Bien dans la chambre des enfants. Voilà, elle dort. Est-ce qu'une femme a le droit de faire ce genre de choses? Bon, on ne pourrait pas dire qu'une femme a le droit de faire ce genre de choses. Mais seulement, peut-être c'est sa manière à elle d'exprimer ce qu'elle est en train de vivre ou bien ce qu'elle est en train de ressentir. Bon, moi je parle toujours d'un problème de communication. Il serait maintenant mieux que l'autre conjoint se pose la question de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on aboutisse à ce clash-là, jusqu'à ce niveau-là. Parce que si je refuse catégoriquement et unilatéralement d'avoir des rapports sexuels avec mon mari, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais maître, elle a dit que parfois c'est à cause d'une petite chose, un petit souci, un petit problème de fatigue. Je parle vraiment des humeurs des femmes. Elle dit que ton mari, tu as déposé un repas, il a dit vraiment je ne mange pas, je ne voulais pas ce repas, et puis bien il y a trop de sel ici. Tu n'as pas bien rationné. Tu n'as pas bien, voilà. Ça, ce genre d'humeur du quotidien là, est-ce que ça peut justifier le fait qu'une femme décide de ne pas se donner à son mari? Ça ne peut pas justifier, mais ça ne peut non plus amener l'homme à l'obliger à avoir des rapports sexuels avec. Parce que, bon, elle est sous le coup de la colère. Et puis, si vous forcez à avoir des rapports sexuels avec elle, ça devient un peu compliqué. Ça devient compliqué dans la mesure où vous avez des rapports sexuels avec elle maintenant sans qu'elle ne soit dans les dispositions à avoir des rapports sexuels avec vous. Angèle, les humains. Parce que moi je me dis, moi je pense que en principe,
la relation sexuelle, lorsqu'on la pratique, les deux partenaires doivent être consentants, d'accord. Ils doivent être de bonne humeur. C'est vrai. De bonne humeur, comme pour dire que c'est quand même difficile de se donner lorsque son humeur n'est pas bonne. Angèle, les femmes, je reviens à Angèle, les femmes, parce que vraiment, une petite fâcherie, c'est le pantalon jean et c'est la ceinture en cuir. Moi, je vais parler aux hommes. Aïe. Oui, je crois que... Oui, je pense que les hommes souffrent pour rien. Après, tu parles de femmes. Oui, d'accord. Je dis que les hommes souffrent pour rien. Parce qu'en fait, on ne vous fait le chantage que pour une chose dans laquelle on ne trouve pas son intérêt. Ou bien dans laquelle on ne trouve pas son intérêt. C'est-à-dire que je vais dire ça aussi simplement que ça. Donc, moi, j'encourage les hommes à connaître leurs femmes. Et quand je dis connaître leur femme, je ne parle pas de ce qu'elle aime manger, de ce qu'elle aime porter. C'est-à-dire connaître la réponse sexuelle de votre épouse, son langage sexuel, le comprendre, le connaître, le décrypter. Et lorsque vous êtes justement, ça fait que le thème c'est tellement riche, c'est-à-dire que si on est dans le développement de la sexualité, lorsque vous comprenez, vous êtes donné le défi de comprendre les réponses sexuelles de votre épouse, je vous assure qu'elle n'aura aucun moyen de vous faire le chantage. Elle va devenir comme un homme, c'est-à-dire bien compartimenté. Elle va laisser les problèmes du salon au salon. Oui, et gérer les problèmes de la chambre dans la chambre. Elle mais c'est très bien dit, Angèle. Donc, que les hommes apprennent à comprendre leur femme, et je vous assure que vous allez désamorcer toutes ces humeurs-là. Mais c'est bien dit, parce qu'on a parfois l'impression que dans le rapport sexuel, il y a bien une personne qui ne veut pas. Oui, personne qui ne veut pas. Quand on porte le jean, la nuit, on a l'impression que vraiment ça m'intéresse pas. Le sexe ne lui apporte rien de bon, c'est pour l'intérêt de l'homme. C'est même ça qui doit vous inquiéter en fait. Ce n'est pas le fait qu'elle soit en train de se refuser à vous, c'est ce qui se cache, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que cette relation sexuelle-là, c'est vous qui êtes satisfait. C'est dans votre intérêt. Elle qui est sexe ou pas, elle s'en passe, elle s'en fout. C'est ça qu'il faut résoudre. Mais madame Angèle, j'ai besoin de poser une question. Oui. Si dans un cas que si vous êtes dans une situation où ce genre de problème, c'est avec ça prend du temps pour être résolu, ça peut prendre même 6 mois. Il y a des situations que ça prend vraiment du temps pour gérer. Est-ce que vous allez refuser le sexe avec votre mari parce que ça, je sais pas. Mais moi je suis en train de conseiller les hommes, je conseille les femmes. Moi, je démarre à toute heure. Je n'ai pas de problème à ce niveau. Je n'ai pas ce genre de problème. Wow. Vous comprenez? Je n'ai pas ce genre de problème. J'ai fait la part des choses entre eux. Mon intimité sexuelle avec mon mari, parce que Dieu a créé le sexe, j'aime le sexe. Alléluia. Et toutes les autres choses. Ça sert à rien. C'est-à-dire que si on a un problème, on résout le problème. C'est-à-dire que le problème de chaussures, du câble, ou bien je sais pas, les problèmes que vous connaissez, pour lesquels les femmes boutent souvent là, et la relation sexuelle n'ont rien à voir. Donc vous serez très surpris qu'on finisse une relation sexuelle et puis on remet le problème sur la table. Mais il faut dire, ce que tu dis est vrai, mais ça relève d'un aspect important qui est la maturité émotionnelle. Parce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à avoir cette maturité émotionnelle, comme tu disais. Et c'est exactement ce que je veux savoir laisser les problèmes du salon dans le salon. Mais beaucoup de femmes, c'est pour ça que les hommes ont besoin le sexe, c'est une affaire qui se passe à deux. C'est vrai que les hommes ont besoin d'apprendre à désamorcer ce genre de crise là. Ce sont des fausses crises en réalité. Oui, c'est des fausses crises, c'est vraiment pas important. C'est des choses gérables. C'est des choses faciles. C'est parce que eux aussi ils rentrent dans leur orgueil, sans compter le fait qu'ils ont leur compréhension à eux de l'acte sexuel, fait que ça brouille tout. Et c'est eux que ça met le plus en difficulté. Parce qu'une des choses simples, je pense, pour un mari qui le soit désire sa femme et qui voit que la femme a porté le jean, plutôt que de forcer d'en vouloir insister que bon faisons, il peut s'arrêter et demander chérie qu'est-ce qui va pas. Oui. Parce qu'à ce moment il doit pouvoir connaître sa femme et savoir qu'en général c'est pas une personne qui met le jean. Madame, moi je voulais un peu j'ai beaucoup aimé le niveau de maturité qu'elle a dégagé. Et moi je crois aussi qu'on peut faire aussi des séminaires pour des femmes où on peut les inculquer cette valeur, cette maturité là aussi. Les hommes pour les amener à comprendre que l'homme n'est pas comme la femme. Je ne refuse pas, c'est très important, mais l'homme est comme, ici il faut prendre le thème animal, ils sont comme les coqs et les boucs. Donc quand lui voit seulement, ça vient souvent trop fort là comme une globe. Ça fait que celui qui est mature peut gérer ça, mais l'homme d'office est déjà comme ça. C'est pour ça que je vais dire je voulais également dire que
parler de l'éducation des hommes aussi, ça devrait se passer. J'ai dit que je suis d'accord. Voilà, mais là, les femmes ont plus, elles doivent comprendre parce que ce sont elles qui doivent. Je reviens à la petite histoire que vous avez racontée en début d'émission où vous parliez de quelqu'un que vous avez rencontré dans le taxi et qui vous disait que lui, il chasse seulement. Et généralement, c'est le comportement. C'est vrai. On a refusé le sexe à la maison. Basta. Il sait qu'il va aller ailleurs, à l'extérieur. Or, c'est le problème de la communication qui va faire en sorte que on sache quel est le véritable problème qu'il y a pour essayer de le résoudre et continuer la vie de couple. Mais il y a quand même ce qu'on appelle les problèmes mineurs et les problèmes aussi un peu qui pèsent. Parce que là, elle a pris un point. Elle a dit des trucs de câble, des petits problèmes qui sont simples à gérer là. Et elle a même su parler. Elle a dit que, ok, on peut mettre ça de côté d'abord et je donne le plaisir à mon mari, même si on n'est pas trop d'accord, par maturité, je reviens, on parle un peu de ça après. Ça c'était, moi, je crois que ce sont les problèmes mineurs qu'on peut gérer. Oui, je vous dis. Si chasse madame à cause d'un problème mineur du câble, c'est qu'il avait ça, il avait ce problème. Moi, je voudrais m'arrêter un peu sur juste une parenthèse. Sur quelque chose. Une femme qui se rend disponible, c'est-à-dire quels que soient les problèmes qu'il y a, il faut aussi comprendre que c'est parce qu'elle est satisfaite sexuellement. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est parce qu'elle est satisfaite sexuellement, son mari sait s'y prendre. Tout à fait. Or, la vérité, c'est que beaucoup d'hommes pensent que c'est lorsqu'on arrive à un orgasme, à une éjaculation, l'acte sexuel était bon, était parfait. Or, l'homme peut très bien arriver à l'éjaculation et avec une femme très frustrée, très insatisfaite, amère, oui, vraiment amère. Donc, vous n'aurez pas ce genre de femme disposée à venir. Jamais. Vous n'aurez pas. Vous la toucher à ce donner. Alors, on va revenir et on va d'abord faire une petite pause. On va faire une petite pause pour prendre le point d'honneur. Ce sera avec un docteur. On fait la petite pause. Alors aujourd'hui dans notre point d'honneur, je rappelle que le point d'honneur c'est un petit moment où on a un expert sur la santé, sur la diététique, parce que nous sommes au cœur de la famille, on vous apporte beaucoup de choses, beaucoup d'éléments pour le bien-être de votre famille. Aujourd'hui on va avoir le docteur Toko Cassandre qui va nous parler de comment vivre dans cette période où il fait beaucoup froid, éviter le rhume et tout ça. Alors point d'honneur avec le docteur Toko Cassandre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre rubrique santé. Alors aujourd'hui nous allons parler de la grippe, c'est l'intersaison, la fin de la saison pluvieuse, le début de la saison sèche. On remarque énormément de nez qui coulent, la gorge irritée, des petites poussées de fièvre et on se demande qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Le premier réflexe qu'on a habituellement, c'est d'aller dans notre boîte à pharmacie et de prendre un peu tout ce qu'on y trouve. Antibiotiques, anti-inflammatoires, etc. Alors, ce n'est certainement pas la chose à faire. Ce qu'il faut savoir concernant la grippe, c'est qu'elle est généralement due à un virus et non à une bactérie. Cela signifie que les antibiotiques sont tout à fait inefficaces contre la grippe, à moins qu'il n'y ait une infection qui s'ajoute derrière. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est de simplement laisser passer. Généralement, une grippe, quand elle est banale, en quelques jours, elle passe sans laisser de traces. Pendant ce temps, il faut juste prendre des boissons chaudes, du paracétamol contre les courbatures et les maux de tête. Et généralement, ça va plutôt bien. Si vous êtes vraiment embêté, vous pouvez aller demander conseil en pharmacie pour recevoir un antihistaminique ou quelque chose pour aider à déboucher le nez. Mais en aucun cas, il ne faut prendre des antibiotiques dans cette situation parce que derrière, vous créez ce qu'on appelle une résistance. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie simplement que quand vous prenez des antibiotiques alors que vous n'en avez pas besoin, vous exposez votre organisme à une sorte d'accoutumance, de telle sorte que lorsque vous faites une infection et que vous prenez cet antibiotique, il devient inefficace contre les microbes qu'il était censé combattre. Alors, grippe, boisson chaude, se couvrir, prendre un antihistaminique ou quelque chose pour déboucher le nez. Je ne veux pas faire de publicité, il y en a tellement sur le marché et tellement en pharmacie. Les remèdes de grand-mère marchent aussi.
miel, gingembre, bain de vapeur, en faisant attention à ne pas se brûler. Hein. Attention. Et puis, voilà, ça passe très bien. Alors, si vous êtes grippé, je vous souhaite beaucoup de courage. Dans quelques jours, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. À très bientôt. Merci encore, docteur Tokos Kassan. Pas d'antibiotiques quand on a la grippe, sinon ça peut fragiliser son système immunitaire lorsqu'on aura une maladie qui aura besoin d'antibiotiques. Merci infiniment, c'est des informations qu'on a besoin de connaître pour ne pas fragiliser son système immunitaire. Alors nous revenons dans notre échange. Nous répondons à la question: que faire lorsque dans un couple, l'un des conjoints refuse d'assumer sa responsabilité conjugale, précisément au niveau de l'intimité sexuelle? Maître Titi, est-ce qu'un conjoint peut porter plainte? Est-ce que ça arrive au niveau... Un mari peut dire vraiment, mais je veux porter plainte à ma femme parce que pas de rapport sexuel? Non, pas jusque-là. Parce que porter plainte, ça veut dire qu'on voit déjà l'aspect pénal de la chose. Or, la non-consommation du mariage ne fait pas partie d'une infraction du code pénal. Quand on porte plainte, ça veut dire qu'on voit déjà l'aspect pénal. Mais le conjoint peut se plaindre autrement. Le conjoint peut se plaindre autrement, comme les autres le disaient tout à l'heure, l'apôtre et Madame Angèle le disaient tout à l'heure. C'est d'abord de convoquer les personnes qui nous sont proches, parce que vous savez, ce sont les questions qui sont délicates. L'intimité sexuelle. C'est pas comme on ne parle pas avec tout le monde. C'est pas comme tout autre aspect du mariage. Du mariage. Voilà. C'est souvent mieux de toucher les personnes à qui on fait confiance, peut-être dans la famille, ou alors les témoins de mariage parfois. On les fait venir et puis on pose le problème. Si ça n'évolue pas, on peut aller peut-être dans le cadre des affaires sociales pour voir est-ce que ça peut aller dans ce sens-là. Et la dernière solution pourrait être le divorce. Mais il va falloir... La question des preuves, parce que je voulais arriver à ce niveau. Parce qu'au Cameroun, voilà, parce qu'au Cameroun, une femme peut démontrer que son mari ne l'a pas touché depuis 3 mois, ou qu'un mari peut dire que parce que le divorce au Cameroun, d'abord, il faut le souligner, pour pouvoir obtenir le divorce, il faut pouvoir prouver la faute de l'autre. Bon, les conjoints, après avoir fait appeler les personnes qui sont venues en conciliateur et qui n'ont pas pu les concilier dans le cadre familial, le conjoint qui se sent lésé peut solliciter, par exemple, qu'à l'issue de cette assise, qu'il y ait peut-être un procès verbal. Un procès verbal de ce qui a eu une crise dans le ménage qui portait peut-être sur une question, la question de la sexualité. Et dans ce procès verbal sera consigné les résolutions, si on peut dire ça ainsi. Oui, les résolutions de cette voilà. Encore que lorsqu'on va même au divorce, si c'est sur le plan du tribunal, c'est-à-dire le tribunal de droit local, on peut faire venir des témoins qui vont justifier de ce que ils ont été informés de cette situation. Ça veut dire que l'un des conjoints est allé en parler avec un membre de la famille, c'est plein. Et qu'il y a même eu des assises. Voilà, des assises dans ce sens. Et même lorsque on va aux affaires sociales, après avoir convoqué les parties et les avoir entendus, on y dresse toujours procès verbal. Et c'est avec ça, par exemple, que
l'époux qui sollicite que le mariage, que le divorce soit prononcé, peut rapporter la preuve de ce que le manque de consommation du mariage constitue pour lui ou pour elle une injure. Parce que justement, il faut bien préciser qu'en droit camerounais, ce n'est que pour les causes d'adultère et pour les causes de condamnation pour une peine infamante et afflictive que le tribunal peut automatiquement prononcer le divorce. Mais si pour les cas comme la non-consommation du mariage, on ne rapporte pas la preuve de ce que c'est un droit, du moins c'est un devoir conjugal qui a été violé par l'un des conjoints et que cette violation-là est grave et ne permet plus que le lien puisse le lien conjugal ne permet pas la pérennité de la solidité. Exactement. Voilà. Lorsqu'on parvient à faire la démonstration de ce que le mariage est déjà en péril, cette violation est non seulement elle est grave, mais elle est répétée et rend le lien de mariage fragile. C'est en ce moment-là maintenant que le juge peut apprécier et à la fin ordonner et c'est là où le divorce. C'est vraiment le pouvoir discrétionnaire du juge, parce que même au niveau de l'appréciation, parce que si une femme dit le fait qu'on n'ait pas d'intimité sexuelle, ça pour moi ça fragilise notre mariage, ça encore il faut apporter la preuve du fait que ça fragilise, parce que le mari peut dire en quoi ça fragilise, je te rationne, je suis là, je vais dans ta famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vraiment c'est pour dire que c'est difficile de se prononcer de manière claire sur le fait que l'absence de relations sexuelles puisse entraîner même un divorce pour des couples qui voudraient arriver jusqu'au niveau du divorce. Oui, on ne pourrait pas vraiment le dire dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que ne négligeons pas la question des rapports sexuels, de l'intimité sexuelle. Je peux dire qu'on peut la mettre au même niveau également que la ration qu'on donne, l'assistance qu'on fait dans la famille. Mais si tu fais tout ce que tu déclines là, et que dans le foyer même, je ne ressens pas ta présence en tant que conjoint. Un frère, un ami peut aussi bien le faire. Il y a une défaillance. Il y a une défaillance. Certains vont dire, est-ce que nous sommes les frères à la maison? Parce que même le frère fait aussi ça. Voilà. Alors, apôtre Lundo, merci maître, ça c'est bon là. Maître, apôtre Lundo, il y a les femmes qui sont toujours en train de jeûner. Le jeûne d'Esther de 3 jours, le jeûne de Moïse de 40 jours, le jeûne de Jérémie, le jeûne de... Est-ce qu'une femme a le droit, sous prétexte qu'elle jeûne, de dire à son mari que ne me touche pas? Est-ce que le jeûne bloque la prière d'une femme de monter à Dieu? Là déjà, elle montre qu'elle ne pratique pas la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare dans Jacques 1, verset 22 que mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Donc, beaucoup de chrétiens, dans le cadre chrétien, beaucoup de chrétiens ont même souvent ce genre de problème. Parfois, c'est à cause de cette désobéissance à la parole de Dieu. Moi, je pense que quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vas peut-être tomber dans les versets comme celui-ci, Éphésiens 4, verset 6, qui dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, et avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ça veut dire que si une femme peut-être sait que la parole de Dieu dit que je dois donner mon corps à mon mari, si Dieu a déjà parlé, je dois mettre en pratique, elle va plus mettre en avant tout son jeûne, le jeûne qu'elle prétend faire là, puisque c'est le temps de donner son corps à son mari en que de
tendre la main, il veut vraiment. Et surtout nous, surtout dans le mariage chrétien, moi il y a un problème, c'est que le mariage chrétien n'est pas facile. Quand nous on était dans le monde, par exemple moi, apôtre Mathieu, c'était facile pour moi d'avoir des copines n'importe comment, faire n'importe quoi et tout. Maintenant que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est difficile, je ne peux plus faire ça. Et si ma femme commence à me faire ça, elle veut seulement me tuer. Moi je sors de très loin pour devenir un enfant de Dieu. J'étais trop passionné dans le domaine, très poussé dans le domaine sexuel et tout. Maintenant je suis devenu enfant de Dieu et j'ai une femme qui me fait ça. C'est vraiment... C'est frustrant. Pour moi particulièrement, j'ai connu ce monde-là. Voici mes oreilles qui sont percées, j'ai connu la vie du monde et tout ça, donc des vues, des boîtes de nuit. Maintenant je connais le Seigneur me demande de le suivre et de venir pour me donner une femme, parce que j'ai pris du temps pour attendre qu'il me donne ma femme pendant 8 ans en plus. Vous imaginez, pendant 8 ans j'ai pris du temps pour attendre mon épouse. Après un matin, elle me sort ce film-ci. Elle sort que mais moi j'ai une manière de réagir. Je vais supplier maman. Je vais me mettre à genoux. Je vais dire maman pardon. S'il te plaît, laisse le jeûne là, papa. Maman pardon, c'est moi Thomas. Mais moi je voudrais revenir sur la question de jeûne. Oui, on Don Nelly et Antoine. Je supplie que maman laisse le jeûne, non maman. Non, mais pourquoi ne pas vous entendre au départ? Parce que lorsqu'on est dans les situations de prière, généralement c'est parce que également on veut résoudre un problème en jeûnant. Ça peut même sur sa vie, voilà, ou bien même pour la vie du couple. Mais pourquoi ne pas à un moment donné dialoguer, parler de ça, que bon, tiens chérie, je vais faire un jeûne de 3 jours. Bon, moi je condamne peut-être les femmes qui vont de jeûne en jeûne, voilà, et puis qui vont sur les jeûnes qui sont très longs. Parce que lorsqu'on vit déjà avec quelqu'un, c'est vrai, vous pouvez être en train de prier pour l'intérêt du couple, ça ne souffre de rien, mais pensez aussi à l'autre. Si vous n'êtes pas en train de prier ensemble, c'est-à-dire que vous prenez le jeûne ensemble au même moment, alors il faut prendre les jeûnes qui sont courts et informer l'autre que vraiment je suis en train de vouloir prendre un jeûne, et dans ce sens-là, tu connais les restrictions auxquelles conduisent un jeûne. Est-ce que ça pourra aller? Et puis on se met d'accord. Je pense que la parole de Dieu le dit aussi, que sauf le verset que j'ai lu là, en accord, l'un ne doit pas ne vous privez pas. Voilà. Si ce n'est pour un petit temps pour la prière, un Corinthiens 7 parlait de ça. En fait, la prière d'une épouse ne doit pas bloquer l'intimité sexuelle dans le couple. Est-ce que on doit être d'accord? Oui, vraiment, mesdames, on doit être d'accord. Vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, mais votre prière ou votre jeûne ne doit pas vous empêcher de respecter ou d'assumer cette obligation. Est-ce que le fait qu'on soit en train de jeûner et qu'on ait un acte sexuel empêche à sa prière de monter à Dieu? Waouh, ça c'est une question. Parce qu'en général, les femmes qui se refusent, en fait, les femmes qui se refusent à leur mari, c'est pour ça elles disent que ça va gâter mon jeûne. En quoi? Prier, c'est la volonté de Dieu. Jeûner, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est négatif? On n'a pas tout diabolisé. Moi, je pense que ils sont une seule chair, et s'ils ont des rapports, ça va pas déranger. Et comme Maître disait encore, c'est une histoire d'entendre. Mais moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. J'ai pas de problème. Si j'ai vraiment besoin de mon épouse, même si c'est encore de jeûner, je vais dire que chérie, il n'y a même pas quelque chose qui est même plus bien que ce qu'on va faire là, c'est plus que le jeûne même. Donc, alors c'est oui, bien sûr, c'est plus que le jeûne. Ça fait ça. Moi, j'ai même parfois découvert que chaque fois que je vais rendre le ministère et j'ai un petit temps avec mon épouse, je suis encore plus inspiré. Donc, comme elle a dit, c'est la volonté de Dieu. Prier et avoir des rapports, c'est la volonté de Dieu. Donc, il va pas là où on va diaboliser ça. Moi, je crois que les couples doivent travailler leur relation, doivent travailler sur leur relation. Oui, il faut travailler sur la relation, ils doivent travailler sur... On peut être marié sans être intime. Oui, mais beaucoup de personnes sont mariées sans être intimes. Et c'est des choses qui réjaillissent justement plus tard. Le mariage est fait, l'un des défis du mariage, c'est de grandir vers l'intimité, la véritable connexion. Si on n'a pas cet objectif-là, on va évoluer comme ça ensemble, mais en rang dispersé. Tant ensemble, c'est de l'oxymore, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on est ensemble, mais on est en rang dispersé.
Mes désirs ne sont pas toujours les tiens à un moment, mes préoccupations ne sont pas toujours les tiennes, mon fardeau n'est pas toujours le tien. Et lorsque je le trouve prioritaire, toi tu ne le trouves pas prioritaire. Non, je crois que le défi, le problème des couples, c'est que beaucoup ne sont pas intimes, beaucoup ne sont pas amis, beaucoup ne sont pas attachés l'un à l'autre. Et puis, dans le plan spirituel, je connais un problème qui fait aussi que beaucoup de couples n'aient pas cette intimité, cette amitié, cette intimité, et dont on n'en parle même pas beaucoup, parce que c'est pas tout le monde qui est spirituel. Donc, et voici par exemple un verset de Timothée 3, verset 1 qui dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Là, Dieu nous a annoncé que Satan qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait, aura un autre projet. Comme Dieu a décidé de répandre son esprit à la fin des temps, lui aussi va aussi répandre ses esprits pour détruire les foyers, détruire les familles, les quartiers, les villes, les nations. Parce que c'est lui qui séduit le monde. Donc maintenant, la Bible commence à préciser les choses qui vont, le genre d'esprit qui vont beaucoup fonctionner pour détruire ces différents groupes de personnes. Par exemple, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles. Tu parles à ton épouse, parfois elle n'est pas ouverte, la femme parle à son mari, la femme encore se battre pour présenter une situation dans le foyer qui est vraiment gênant et le monsieur ne prête pas attention. Après, ça devient un autre problème et il y a un clash. Ils arrivent même au divorce. Et il y a aussi une autre histoire que je vais aussi planter dans le domaine spirituel du foyer qui crée souvent ce genre de problème, c'est que parfois dans les périodes de mariage comme ça, certains chrétiens qui ne sont pas souvent je veux permettre que je dise toujours spirituel, c'est que parfois les agents de ténèbres dans les périodes de mariage viennent souvent avec des mauvaises semences. C'est-à-dire que pendant qu'ils dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Et cet ivraie, parfois on met ça le jour de la dot, parfois le jour du mariage même. C'est un cadeau même qu'on amène souvent là, c'est souvent parfois empoisonné entre guillemets, et ça devient un problème. Je connais un couple qui se plaignait et que le Seigneur les avait révélé que c'est le jour ce jour qu'ils allaient en lune de miel que quelqu'un était venu faire un travail, et depuis ce jour-là qu'ils ont eu cette révélation là, leur foyer connaît des sérieux problèmes, même quand ils ont des rapports sexuels. Après chaque rapport sexuel, c'est grave, au point où maintenant il y a des problèmes et la femme commence à le couple a tellement remarqué que chaque fois qu'ils ont des rapports sexuels, il y a toujours une crise terrible. C'est toujours ça va dans tous les sens, et tellement ils ont remarqué ça qu'ils ont commencé à prendre à la distance. On ne prend même plus plaisir dans cette intimité. Heureusement qu'ils ont remarqué, ils ont la révélation claire de la source du problème, et ils ont plus un temps de gêne pour détruire ça. Oui, ça c'est vrai. Mais tu as dit une chose importante, Angèle. Tu disais tantôt qu'il y a des couples qui n'ont pas pour objectif d'avoir l'intimité. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que effectivement, plusieurs mêmes couples peuvent avoir des rapports sexuels sans être intimes. Et c'est ça qui peut même faire en sorte que ils ne prennent pas plaisir de l'intimité sexuelle et qu'on ait vraiment ces cas de distance. Parce que si les couples se rendaient compte que chaque fois qu'on va ensemble sexuellement, on se rapproche d'une certaine manière, beaucoup n'auraient pas... Madame, j'ai envie de poser une question. Vous êtes sûr que vraiment, si vraiment vous avez vraiment ce bon plaisir sexuel et il y a vraiment cette bonne intimité, ça suffit déjà, ça suffit? Non, on parle d'éléments qui concourent. Ce sont des éléments qui concourent à construire l'intimité. Oui, tout comme la communication. Quand les conjoints ont beaucoup de temps pour parler, ça contribue et ça concourt. Donc on va avoir un petit moment. Tout à l'heure, on parlait des problèmes. On a une rubrique qui s'appelle la confidence, où des gens nous parlent un peu de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils expérimentent pour avoir un peu l'avis des experts. Donc, on est dans la rubrique la confidence et on va revenir dans quelques instants. Alors, vous êtes bien sur Au cœur de la famille, c'est sur CF TV. Donc, nous sommes dans la rubrique de la confidence. Je vais lire pour vous. On a reçu 2 confidences. La première confidence, c'est la suivante. Bonjour, coach. Depuis 1 an, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec mon mari. Depuis 1 an. Il est tellement fermé et me repousse quand je prends des initiatives. Notre couple traverse d'énormes difficultés financières. Et même, il a perdu le sourire à cause de cette crise financière. Moi, je souffre énormément dans ma chair.
que faire? Un an, on en parlait déjà. Oui, Un oui. an sans rapport sexuel. Et c'est bien parce que la dame a identifié la cause. Ce n'est pas du genre le mari a dit je ne veux plus simplement. Elle a identifié la cause. Le couple passe par des normes difficultés financières. Elle sait très bien que c'est ça la cause parce que sur le plan personnel, même le mari, ça va pas. C'est-à-dire la joie de vivre. Comment faire? Parce qu'en même temps, il souffre. Les initiatives, tu vas vers lui, il te repousse parce que ça t'était sur comment relever financièrement la famille. Et puis encore s'il a des dettes. Voilà, ça c'est encore autre Surtout chose. ça. Et ça doit certainement Parce que ça être change souvent l'homme. Hein. Ça, c'est change souvent. autre chose. certainement Angèle, être ça. que faire, Angèle? Moi, je crois que on parlait d'investiguer. C'est vrai qu'elle a certains éléments qui lui permettent d'apprécier déjà la situation. Mais je crois qu'elle peut pousser plus loin parce que justement, lorsqu'on a des problèmes, le réflexe est de se rapprocher des personnes qui sont pour vous une source de réconfort. Oui. Et l'une des manières de se rapprocher est justement l'intimité sexuelle avec son épouse. Donc, si l'intimité sexuelle devient un problème parce que le monsieur a les problèmes, ce qui ne résout rien du tout, je crois que l'excuser sur la base des problèmes financiers autres, c'est trop facile. C'est léger. Oui, c'est léger, c'est vraiment léger. Parce que je suis sûre que l'homme lui-même n'est pas satisfait dans cette situation-là. Si c'est vraiment ça le problème. C'est pour ça que je dis qu'elle a besoin de pousser un peu plus loin les investigations. C'est vrai que les difficultés financières, les dettes et autres, le stress, les ça peut hommes vraiment troubler. Ouais, Mais l'homme, il n'y a pas une situation qui vous arrache le sourire 24 heures sur 24 pendant un an. Même le deuil, même le décès d'une personne chère. Oui. Il vous arrive de sourire pendant les obsèques. Pendant les obsèques, Il vous arrive de sourire À un pendant moment les obsèques donné. à un moment donné. Donc, moi, je trouve que elle a besoin de pousser un peu plus loin ses investigations. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'elle en a parlé, est-ce qu'elle en a parlé aux parrains, aux témoins du mariage, des personnes de confiance. Oui, parce que est-ce qu'ils en ont même parlé? Parce que c'est aussi ça. Un conjoint peut constater que l'autre ne veut plus elle a de dit ça. que son mari est fermé. Bon, fermé à la relation sexuelle, mais c'est à la conversation. Donc, il y a aussi ça. Donc, elle peut vraiment décider de parler de ça, c'est-à-dire créer un cadre, parce que c'est un problème important. Oui, elle crée un cadre pour un cadre qui fait que l'homme se sente en sécurité, qu'il ne se sente pas jugé. Oui, et elle essaye de lui en parler. Même s'il ne veut pas parler, elle lui expose son sentiment à elle. Et je pense que c'est aussi important. C'est important pour une femme de démontrer aussi son soutien à son mari à ce moment. Parce que parfois, un homme peut être stressé sur les questions financières aussi parce que sa femme rajoute quoi. Oui. Elle rajoute. Les mèches qu'elle veut, elle rajoute. Et le monsieur a l'impression qu'on n'est pas ensemble, on n'a pas en face. Et donc il préfère se refermer. Voilà. Donc ils ont besoin de causer. Oui. Alors, l'autre confidence, bonsoir Côte. J'avais fait une promesse à ma femme de lui acheter une voiture. Seulement mes affaires n'ont pas prospéré comme je m'y attendais. Depuis, elle a décidé de ne plus assumer sa responsabilité conjugale. Je suis choquée et je ne suis pas sûre de supporter, car je ne peux pas dire exactement quand je vais lui offrir finalement cette voiture. Promesse non tenue, la femme qui refuse de se donner, et le mari dit bien, il n'est pas sûr de tenir. On comprend bien quand un homme dit qu'il n'est pas sûr de tenir, ça donne plusieurs pistes de solutions. Oui, je reviens à tout pour Maître, ça, on a vraiment le sentiment d'être dans un cas de chantage. C'est vraiment un cas de chantage. Je n'ai pas pu t'offrir la voiture. Comme prévu. Comme prévu. Mais ça ne veut pas dire que ma promesse ne tient plus. Tu es mon épouse. Toi-même, tu as fait des difficultés par lesquelles je passe. Mais il y a un manque de compréhension. Il y a un manque de... Je ne sais pas. La femme ne veut pas comprendre son époux, c'est tout. C'est vraiment du chantage. On a même l'impression que c'est l'amour par intérêt. Oui, c'est vraiment du chantage. Je veux dire, est-ce que le chantage, est-ce qu'un mari peut utiliser ça pour vraiment se fermer? C'est-à-dire que le fait qu'une femme parle de chantage,
comment un mari doit se comporter dans le cas de Chantal? Lui aussi se ferme ou alors comment il fait? Parce que c'est des situations qui blessent en fait. Est-ce qu'il va supplier? C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il commence à dire, ma chérie, tu sais, je vais t'acheter cette voiture, s'il te plaît. Non, mais ne voilà, me fais pas en ça. parlant même déjà. Nous ayant saisi sur le plateau, ça veut dire qu'il communique. Nous ayant saisi sur le plateau, il est en train de parler de son problème déjà. Mais comment il y a... En fait, il est déjà en train de parler de sa femme. Comment il réagit avec sa femme? Est-ce que il se ferme en attendant d'avoir la voiture pour que ça revienne, ou alors il décide d'entrer dans les négociations, ou alors qu'il me l'a dit, je ne suis pas te supporter, il va directement initier un dialogue franc. Dans quel objectif? Il faut initier un dialogue franc. Dans quel objectif? Dans l'objectif de dire que voilà la situation, c'est pas possible pour l'instant. Mais moi je ne vois pas pourquoi ça devrait mettre en mal notre foyer. On revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, la qualité de la relation dans le couple. La qualité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont mariés, mais avec des directions différentes. Et des intérêts très égoïstes. C'est-à-dire que... Parce que si vous êtes une famille, vous avez un projet de vie commun, la voiture ne coûte pas 5 000 francs. C'est des choses qui coûtent dans des millions. Donc un investissement du million n'est pas un investissement de 5 000 francs ou de 100 francs. Donc, l'épouse doit quand même savoir d'où viendra ces revenus-là. Donc, si un homme qui a prévu que lorsque nous aurons ces 5 millions-ci, on t'achètera une voiture. Et du coup, je ne peux plus acheter parce qu'on n'a pas eu ces 5 millions. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'elle se mette à bouder? Pour moi, la piste que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment au courant des rentrées financières de son mari. Donc, quand il y a de l'argent, on consomme. Quand il n'y en a pas, on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Oui. On veut simplement que la promesse. Et c'est pour ça qu'on peut mettre la pression, parce que justement, on n'est pas un avec le mari dans la gestion des finances. On peut mettre la pression lorsque l'autre est vraiment déjà à bout, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas ce qu'il gagne, on ne sait pas quels sont ses projets, comment il fonctionne. C'est le pourvoyeur et nous on est le consommateur. Je pense mais il dit que c'est lui qui a fait la promesse. Il a fait la promesse. Il a fait la promesse sur la base. Il n'a pas été sous le coup d'une contrainte. Il a fait la promesse. Oui, je comprends. Mais maintenant, quand il a fait la promesse, c'est parce qu'il était... Il est de bonne foi de vouloir offrir une voiture à son épouse. Oui. Mais maintenant, quand ça cloche, c'est à elle de savoir pourquoi ça cloche. Oui, et c'est le reproche qu'on lui fait justement. C'est à elle de savoir pourquoi ça cloche. Tu dois savoir. Pourquoi ça cloche et ne pas entrer dans ce chantage. Ça fragilise vraiment la relation. Et on se dit même qu'il a expliqué tout à son épouse. Il a essayé de présenter la situation à son épouse. C'est ce qu'on par rapport à tout ce qu'il a dit. Et c'est ce genre de problème qui font en sorte que les hommes marchent là dedans et parlent seul en route. Et parce qu'il a même dit que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir. Parce que tel qu'il voit son épouse, il comprend très bien qu'elle n'a pas l'intention de s'arrêter. Tu t'imagines, tu as des loyers que tu dois payer. Peut-être qu'il y a 2 loyers, il y a un bureau que tu dois encore payer, il y a la scolarité. Et tout. Après, mais encore le problème de la voiture, peut-être que la belle famille demande encore là-bas. Ça peut faire en sorte que quelqu'un de même fou en route. Ça, c'est vraiment, c'est pas facile. Moi, je suis d'accord avec la solution qu'elle propose. Il n'y a rien qui se résolve sans un dialogue franc. Je pense qu'ils ont besoin de bien parler, de communiquer là-dessus clairement. Et l'homme a besoin de faire comprendre son sentiment, parce qu'il y a des gens souvent qui font des choses sans forcément en mesurer la portée. Donc vous avez besoin de lui dire ce que son attitude peut apporter comme conséquence. Oui, c'est-à-dire que c'est que ça peut cacher en fait. Vous avez besoin de lui faire comprendre qu'elle se comporte comme une étrangère à qui on a promis quelque chose. Elle est bien au courant des réalités du couple. Si on avait une opportunité sur laquelle on a fondé des espoirs et maintenant ça n'a pas marché, oui, elle doit pouvoir comprendre ça. C'est une question de dialogue. Mais quelles peuvent être de manière générale, quelles peuvent être les conséquences si c'est pas vraiment réglé? Si cette situation dure, parce qu'on a tantôt parlé d'avoir des proches, un parent, des témoins de mariage, un ami proche. Si malgré ça, le conjoint se ferme, quelles peuvent être les conséquences? Jusqu'où la relation peut aboutir? La relation peut vraiment se dégrader. Et ça, c'est à quel niveau? Parce que là, on a déjà dans la dégradation. Donc oui, elle peut se dégrader dans le pire des cas, sur la durée.
on peut arriver au divorce. Et dans le pire des cas, sur la durée, parce que quand on dit se dégrader, ça veut dire que de jour en jour, ça se gâte de jour en jour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de relation. Bon, maintenant, pouvoir avoir une relation de cohabitation. Fantôme morte. Cohabitation. Oui. On est dans la maison, mais en fait, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Exactement. On n'est pas ensemble. On est mariés, mais on n'est pas ensemble. Oui, parce qu'on est toujours mariés. Oui. Mais on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Ça veut dire chacun prend sa route, Oui. l'autre vit à gauche, l'autre vit à droite, et vous vous retrouvez dans la maison seulement pour dormir. Et ça, c'est très douloureux quand vous avez vécu douloureux, autre chose au départ. Autre chose au départ, Oui. c'est blessant. Quand on en arrive là, c'est quelque chose de vraiment douloureux. Mais en Donc, général, quand on en arrive là, c'est souvent, surtout pour les femmes, elles vont dire je reste là pour les enfants. Parce qu'en général, on ne comprend pas pourquoi un couple ne devrait pas être motivé à régler au fond les problèmes. Pourquoi vouloir rester dans la même maison pour les enfants. avec un problème en permanence à cause des enfants? Et alors qu'on peut s'asseoir et régler c'est vraiment dommage. Donc, on va parler tout à l'heure d'un point important. C'est pour tout à l'heure, dans la rubrique à votre avis. Je vais vous expliquer tout à l'heure. À votre avis. À votre avis. Alors, dans cette boîte, j'ai quelques questions que les gens se posent au quotidien, n'est-ce pas? Et que j'ai recensées dans cette boîte. Le principe est simple. Vous choisissez une question, vous la lisez. Vous lisez la question à voix basse, pour vous. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec la question, vous la refermez et je vous donne une autre question. Quand vous êtes à l'aise, vous allez répondre à la question. Donc là, je remets d'abord la boîte à l'apôtre Lundu qui choisit une question et qui passe la boîte à Angèle. Merci. Je peux avoir la boîte pour envoyer au maître. Ça peut arriver là-bas. Très bien. Alors que chacun de vous prenne sa boîte, lise. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne lisez pas haute voix si vous n'allez pas répondre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la question, vous ne lisez pas haute voix. Si vous pouvez répondre à la question, je peux avoir ma boîte de nouveau. Alors maître veut changer de question, c'est très bien. Ça c'est passable quand même. Alors, merci maître. Alors chacun. Alors on va commencer par Angèle. Tu as ton papier, donc tu nous lis ta question et on attend ta réponse. Faut-il forcément dormir sans vêtements dans un couple? Faut-il forcément dormir sans vêtements dans un couple? Donc faut-il dormir absolument nu? Parce que quand on parle de rapport sexuel, c'est lié à nos thématiques. En général, beaucoup de personnes disent que ce n'est pas bien qu'on dort, que les femmes, surtout les femmes, beaucoup d'hommes se plaignent. Beaucoup d'hommes se plaignent que les femmes aiment trop dormir avec des encombrements. Donc est-ce qu'il faut dormir forcément sans encombrement? Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on s'habille. Il y a des personnes qui sont très frileuses. On ne sait pas à quel moment aura lieu le rapport sexuel, si c'est à 4 h du matin, si c'est à 22 h au moment où on se couche, si c'est à 6 h. Donc, pour quelqu'un qui est frileux, au lieu de tomber malade parce qu'on attend un rapport sexuel dont on ne maîtrise le moment, vous pouvez m'attendre que ça n'arrive même pas. Vous vous habillez. Bon, maintenant, il y a un autre aspect, c'est que moi, je trouve quand même que déshabiller son partenaire fait partie des préliminaires. C'est l'une des choses qui nous distingue des animaux. Les animaux ne mettent pas les vêtements. Donc, moi, c'est une étape tellement délicate et agréable que je pense que ceux qui veulent la bafouer sont les paresseux. Ils veulent aller droit au but et bafouer l'affaire. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est un raccourci? Dormir nu, c'est un raccourci. Ça c'est déjà d'hommes qui c'est déjà d'hommes qui sont comme des concombre là, des dictateurs. Non.
voilà, mais que tout soit prêt. Il ne veut pas de blocage, ni d'obstacle, encore moins une période de d'obstacle. froid comme en septembre maintenant, c'est normal que la femme s'habille normalement. Et comme elle a dit, les femmes ont un côté un peu différent de l'homme. Parfois, il y a des femmes qui aiment quand on prend tout le temps. Et c'est même ça, c'est pas la brutalité. Il faut avoir l'art, il faut être technique, il faut savoir comment, il faut se connaître sa femme. Donc on peut dire que dormir habillé, messieurs, ce n'est pas un signe de refus. Hein? C'est là que le match commence. Voilà, donc c'est un commencement d'exécution. Très bien. On se pose la question si le monsieur maîtrise même, parce que là c'est. Alors allons-y, apôtre Lundu, la question est trop délicate, hein, mais le Seigneur va nous aider. Voilà. Est-il vraiment possible de satisfaire sexuellement un conjoint beaucoup demandeurs? Très bien. Parce qu'il y a des couples dans lesquels on a tendance de penser qu'il n'y a que les hommes qui sont toujours derrière les femmes. Mais il y a des couples dans lesquels les femmes sont vraiment derrière les hommes. Parce qu'elle a un désir sexuel plus ardent, plus développé. Et puis, est-ce qu'on peut parfois ça peut être que naturel, et s'il faut d'abord commencer à parler du côté de la femme, parfois ça peut être que naturel, et parfois c'est aussi à cause de son ancienne vie qu'elle a développée, et ça a laissé ce reste-là en elle, cette soif-là, ce désir sexuel. Mais de toutes les manières, peu importe les raisons, si c'est arrivé, est-ce qu'on peut vraiment satisfaire ce genre de personnes? Parce que l'apôtre Lundu a lu tout à l'heure le verset biblique qui disait que le Seigneur dit qu'il ne faut pas se priver, c'est une obligation. Oui. Donc, est-ce que ça veut donc dire que chaque fois, il faut se mettre disponible? Il faut être disponible. Il faut être disponible. Tu n'as pas deux sur la terre. C'est la seule, maman. Donc, ou bien c'est le seul aussi. Ok. On a dit la question c'est le partenaire. Donc pas donc ça peut être les deux. Voilà. Moi, comme je suis dans l'ambition de parler. Ah oui, à la poubelle, très bien, merci. Si la femme elle demande tellement, frère accepte, et moi je pense qu'il faut qu'il se force, parce qu'il y a des hommes aussi qui ne savent pas prendre soin de leur femme, ils ne savent pas faire ce que leur femme atteigne l'orgasme, et ne sont pas souvent aptes dans ce domaine-là. Ça crée aussi un problème dans le foyer. Mais moi je veux conseiller pour réussir à répondre à cette demande-ci, il faut que le frère se forme, il faut qu'il essaye de grandir dans ce domaine de telle manière que même si ça arrive que la femme en demande tellement et que lui n'est pas prêt, qu'il ait des techniques et des stratégies non pas pour la rejeter, pas pour reporter. Moi je suis pas pour la satisfaire. Non, c'est au terrain, maman, c'est au terrain là. On ne reporte pas. Elle a envie, la Bible a déjà sifflé le match. Elle a envie là, c'est la Bible qui a sifflé le match. Donc lui il doit être expert, capable de gérer à tout moment. Je suis convaincu. Pourquoi? Parce que moi j'ai un background qui était un peu très difficile, et c'est là où j'ai connu toute cette vie sexuelle et tout ça. Donc moi c'est là où je comprends que c'est possible qu'un homme puisse gérer tout ça, même si toi tu ne prends même pas le plaisir, mais que tu puisses satisfaire ta femme, parce qu'à ce moment-là il y a un feu qui est allumé, qui a besoin d'être. Moi je vais même dire ça de manière parce que c'est pas nous les pentecôtistes, parfois on n'est pas souvent que moi particulièrement j'ai ce qu'on appelle le principe des deux chauffeurs. Quand j'ai les rapports avec mon épouse, quel qu'en soit le moment, il faut que chacun prenne son plaisir. Ça c'est mon principe. Excusez-moi de dire ça ouvertement ici, mais moi je refuse de prendre ça comme un sujet tabou. Donc moi par exemple, je ne peux pas manquer de donner le plaisir à mon épouse. C'est vrai que ça me une obligation. À mon vision. On t'a dit que c'était une obligation. Je ne sais pas comment on est arrivé à ce niveau, mais la question c'est me pousse à répondre aux frères qui pensent que non, c'est déjà la sorcellerie que la sœur veut amener à la maison, que ça c'est encore quoi? C'est quel esprit ça? Tu es une prostituée, c'est quoi ça? Non frère, la sœur t'aime, elle te veut, elle est prête, donne, maîtrise ton épouse et sois stratégique. Même si toi tu ne veux pas, même si toi tu es fatigué, je vous dis, même s'il est fatigué, il peut satisfaire sa femme. Sa femme a des points stratégiques là. Voilà. Et justement, moi je voulais ajouter quelque chose que je développe en passant comme ça dans mes écrits. C'est-à-dire, les couples ont besoin de développer une vie sexuelle riche. C'est-à-dire la monotonie là, surtout dans nos milieux chrétiens là, on ne veut pas parler de sexualité. La monotonie, position du missionnaire, le sexe pour le sexe, le ceci pour le ceci. Il y a un genre de carré dans lequel Dieu ne nous a pas mis.
Et ça me désole un peu que quelqu'un ne soit pas tombé. Il y a un genre de questions qui devraient vraiment revenir ici pour bousculer un peu les gens. Ça dit, il y a des limites bibliques. Il y en a d'autres qui ne sont pas, qui sont le fait de la culture, du niveau d'émancipation des hommes. Or, le couple, dans son intimité sexuelle, c'est justement le lieu dans lequel vous êtes obligé de vous lâcher, d'être ouvert d'esprit. Donc, si vous n'avez pas une vie sexuelle riche, à vous dire que la relation sexuelle ne se limite pas au coït. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'autres formules sexuelles qui peuvent amener, qui peuvent satisfaire, même si vous êtes malade. Comme je disais là, vous pouvez être malade. Dès que vous êtes cultivé, vous pouvez satisfaire l'autre sexuellement. Puisqu'il ne s'agit pas d'une seule façon de faire tout le temps, c'est une question de variation. Aujourd'hui, je ne suis peut-être pas en forme, mais je peux m'y prendre de telle ou telle façon pour qu'elle soit satisfaite. Donc moi, je crois qu'on... Même si le partenaire est paralysé, il n'y a pas de problème. On peut. Même si le partenaire est paralysé, on peut. Il n'y a pas de problème. On peut l'envoyer au ciel, adorer le Seigneur. Voilà, adorer le Seigneur dans cette paralysie-là. Merci vraiment. Alors, ça complique un peu ma question. Ça complique un peu ma question. Oui, je dis la question à laquelle je vais répondre. Ce par quoi ils ont chuté là, que même si on est paralysé. Bien sûr. Parce que justement, j'ai la question le fait d'être enceinte est-il un argument pour sevrer sexuellement son mari? Mais là, tu te dis, c'est ton avis que tu donnes. Parce que là, c'est une question qui est ouverte. Donc, c'est vraiment ton avis. Oui. Non, le fait d'être enceinte n'est pas un argument pour sévrer sexuellement son mari. Encore même que les femmes enceintes parfois développent une libido plus accentuée que celles qui ne sont pas enceintes. Bon. Pour certaines, elles peuvent se refuser dans les cas de maladie. Quand je dis maladie, c'est que dans la grossesse, c'est compliqué. La grossesse est compliquée, elle a des malaises. Vous savez, il y a même des femmes enceintes qu'on met au repos, je vais dire au lit. Oui. Cerclage et autres. Cerclage et autres, là. Donc, ça veut dire même se placer debout. Elle ne peut pas facilement se placer. Il y a des femmes, lorsqu'elles sont enceintes, on vous dit 3 mois de repos avant l'accouchement, vous ne faites rien. Ça veut dire même rapport sexuel, là, ça peut mettre la vie du bébé en danger. Là, c'est ça c'est là encore, tu satisfais le mari, même comme ça peut. Non, mais on veut déjà pas de la restriction là. En fait, ce n'est que cette restriction qui peut justifier le fait qu'une femme enceinte ne puisse pas avoir des rapports sexuels avec son mari. Mais en dehors de ça, il n'y a aucune Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui passent le temps à dire je suis enceinte, vraiment, le bébé est couché à gauche, il est couché à droite. On va repositionner le bébé là bien. On va repositionner le bébé au temps de la famille. On va repositionner le bébé. Merci d'être là. Comme vous l'avez compris, on a bien échangé cette thématique. C'est sûr que c'est une question qui aurait même pu faire plusieurs missions. Mais je pense qu'on a fait le tour de... On n'a pas parlé de la prière aussi comme une solution pour amener le cœur de la femme ou du partenaire en tout cas. Oui, c'est la prière aussi. Nous sommes enfants de Dieu et nous connaissons le pouvoir de la prière. Le Seigneur a dit que demandez et je vous donnerai pour que vos conjoints soient parfaits. Donc par la prière, en demandant au Seigneur de ramener ton épouse, il peut le faire. Oui, il peut le faire. Merci pour... Un jour le Seigneur a demandé à Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Le conjoint, parce que ça ne concerne pas seulement la femme. Voilà. Oui. Le conjoint. Alors, au cœur de la famille, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain à 14h. Merci Apôtre Elundu d'avoir été là. Merci infiniment. Merci beaucoup Angèle d'avoir été là. Maître Titi, merci beaucoup. C'est sûr qu'on se reprendra dans les prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse vos familles. À très bientôt. Amen.